Démocratie directe est un ouvrage de réflexion politique et sociétale, une invitation à réfléchir sur les procédures de démocratie directe comme mode de gouvernance par l'intelligence collective pour construire un futur qui soit pérenne et qui permette à tous de vivre décemment et en paix. Depuis tout temps, nous avons des gouvernements qui sont soit monarchiques, soit des républiques, mais qui ont tous comme principale constante de confier le pouvoir dans les mains d'un seul ou de plusieurs. En 2020, nous faisons le pari que nous pourrions plus facilement et plus rapidement faire face à tous les problèmes sociétaux mondiaux en proposant un mode de gouvernance qui soit basé sur la démocratie directe, qui permettrait au plus grand nombre d'élaborer ensemble des solutions pour un monde meilleur de demain. À l'heure actuelle, les procédures de démocratie directe sont très faibles, à part dans un pays comme la Suisse où il y a un certain nombre de référendums. Donc le premier point serait de faire en sorte que nous puissions, le peuple, prendre le pouvoir de manière démocratique. À l'heure actuelle, dans le contexte de la constitution de la Ve République française, un moyen est possible, c'est d'utiliser l'article 11 de la Constitution avec le référendum d'initiative partagée qui permettrait à 1/5 des parlementaires, sous réserve d'avoir 1/10 des électeurs inscrits qui aient signé une pétition, de proposer un référendum national qui permettrait donc de demander au peuple si celui-ci veut ou pas instaurer une 6e République qui serait basée sur un principe de démocratie directe pour diriger la nation. Si on veut avoir une chance que cela se produise, il faudrait dès à présent que 4 à 5 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales françaises votent une pétition en faveur, en demande de la mise en place d'un tel référendum. Une fois que nous aurions un tel référendum, ça permettrait d'interroger la population nationale sur quelle société elle veut pour demain et quelle est sa position sur un certain nombre de grands sujets de société et quel mode de gouvernance elle veut. On va essayer de développer en vidéo là maintenant et sinon plus en détail dans l'ouvrage Démocratie directe ces deux aspects. La question d'un mode de gouvernance collective d'un côté et de l'autre côté la question d'un certain nombre de gros enjeux de société où on fait le pari qu'on n'arrivera pas à résoudre un certain nombre de problèmes si c'est pas par l'intelligence collective et par la démocratie directe comme méthode qu'on essaye de résoudre ces problèmes. En termes de réflexion sur la démocratie directe, la Ve République a confié le pouvoir à un président qui est, on va dire, omnipotent, avec énormément de pouvoir, et qui, dans le contexte de la Constitution, peut avoir, notamment par l'état d'urgence, des pouvoirs très étendus, et on l'a vécu en 2020 dans le contexte de la crise du Covid, avec beaucoup de décisions qui sont maintenant prises dans le cadre de conseils de défense. Plus les problèmes vont être compliqués, plus il semblerait logique qu'il y ait un vrai débat, un vrai partage d'intelligence collective pour arriver à trouver une meilleure solution. Dans ce contexte-là, nous proposons clairement l'arrêt de l'élection du président au suffrage universel et la mise en place d'un régime parlementaire avec un parlement où il y aurait à la fois des élus, comme c'est le cas à l'heure actuelle, en remettant par exemple des doses de proportionnel, et pourquoi pas des personnes qui soient tirées au sort avec ces personnes qui au préalable, bien sûr, auraient fait l'effort d'aller s'inscrire sur des listes pour être tirés au sort, qui auraient fait l'effort de répondre à un certain nombre de questions, peut-être d'écrire un rapport pour montrer qu'ils ont un certain nombre de connaissances de base. Mais l'idée est vraiment ici de se dire, de retourner l'adage de diviser pour mieux régner. Bien souvent, un certain nombre de dirigeants qui sont seuls vont diviser le peuple pour mieux régner, et là, on retourne l'adage en disant comment on va diviser le pouvoir ou confier le pouvoir dans les mains du plus grand nombre pour que justement un seul n'ait plus le pouvoir mais que tous l'aient. Après, il y a plein de procédures qui peuvent être mises en place avec des systèmes de référendum, des systèmes d'initiatives populaires, des systèmes de révocation des élus, si par exemple un certain nombre d'élus ne font pas ce pourquoi ils ont été élus, de manière à ce que vraiment le peuple s'accapare le pouvoir et que l'on se mette aussi à l'abri de potentiels dictateurs qui demain pourraient, grâce à la constitution actuelle, monopoliser le pouvoir et en abuser. Pourquoi la démocratie directe? Pour adresser un certain nombre de grands enjeux de société. À l'heure actuelle, on est face à un changement climatique
sans précédent, avec des risques très très forts d'ici la fin du siècle. On voit s'enchaîner les cycles de COP21 avec des avancées qui sont pas forcément très rapides, avec des problématiques qui demeurent, avec des fois peu de contraintes, et comment on va à un moment donné accélérer le mouvement là-dessus. On a des problématiques de malnutrition, on a des problématiques d'accès à l'eau, on a des problématiques économiques avec beaucoup de gens qui sont au chômage, et donc tous ces grands enjeux, quand ils sont traités de manière politique, tel ou tel parti va proposer tel ou tel programme en prenant en compte le fait d'être élu, et puis pour un peu qu'il ne soit pas réélu à l'élection d'après, on va avoir un changement complet de politique. On l'a vu notamment aux États-Unis avec des divergences très profondes, par exemple sur la signature de la COP21, du traité de Paris entre M. Obama, M. Trump et maintenant le président Biden. Un certain nombre de grandes problématiques doivent s'affranchir d'une gestion sur du 1 an, du 2 ans, du 3 ans, du 5 ans, mais se planifier sur bien plus longtemps. Le changement climatique, les décisions qu'on doit prendre pour y faire face vont impliquer des changements de vie, probablement pour des décennies, voire pour bien plus longtemps que ça, et donc il faut vraiment que le peuple puisse se prononcer là-dessus en faisant des choix de société. On va aborder un certain nombre d'entre eux. Prenons en premier lieu la question du changement climatique. Tous les rapports du GIEC font état d'une augmentation potentielle, enfin du besoin de limiter l'augmentation moyenne de la planète à 2 degrés Celsius. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle de 2 degrés Celsius en moyenne planétaire, ça veut dire qu'il y a des endroits où la température va augmenter de peut-être 0,5 degré ou 1 degré, comme dans les océans, parce qu'il faut plus d'énergie pour réchauffer les océans. Et par contre, sur les continents, la température va augmenter bien plus fortement. Ce qui veut dire que quand on parle de 2 degrés, potentiellement, sur certains continents, on risque d'avoir plus 4 ou plus 5. Si demain, pour X raison, on ne freine pas le réchauffement climatique et qu'en 2100, on n'a pas une augmentation planétaire de plus 2 degrés, mais plus 4 ou plus 5, on risque d'avoir des augmentations de température sur les continents de plus 7 à plus 10, voire plus 12 degrés. Ce qui veut dire que la vie sur un certain nombre de continents va devenir très très compliquée, pour pas dire impossible. Aborder cette question du réchauffement climatique et des choses à faire pour réduire nos émissions de CO2 va nécessairement questionner nos modes de vie, nos modes de transport, notre économie, notre relation à la nourriture, et toutes ces questions pourraient faire l'objet d'un véritable débat national, où on expliquerait aux gens, scénario 1, on continue à vivre comme ça, voilà les conséquences, scénario 2, voilà, on continue pas à vivre comme ça, on fait un certain nombre de changements, mais voilà les implications, de manière à ce que les gens puissent choisir délibérément le scénario qu'ils veulent, et puis on l'ajustera au fur et à mesure des années, mais en faisant le pari que l'intelligence collective nous permettra de nous affranchir d'un certain nombre de calculs politiciens qui sont parfois assez court-termistes. Prenons typiquement le cas, en lien avec le réchauffement climatique, de l'énergie dont on va disposer demain. The Shift Project, de même que l'écrivain Fred Vargas, ont tous les deux fait des travaux où ils trouvent des conclusions et des observations très similaires, en faisant des projections par rapport à l'énergie dont on disposera en 2050. Clairement, en 2050, si les choses se confirment et qu'on a moins de pétrole et qu'il faut réduire nos émissions de CO2 de plus en plus, comme c'est déjà le cas, on n'aura plus les mêmes quantités d'énergie disponibles pour faire face à tous nos besoins nationaux, qui sont d'à peu près 1700 TWh. Du coup, on va devoir arbitrer sur quelles vont être les utilisations finales des énergies dont on va avoir besoin. Schématiquement, est-ce qu'on garde de l'énergie pour faire circuler des camions pour amener de la nourriture dans les villes? Est-ce qu'on garde de l'énergie électrique pour faire tourner les hôpitaux? Ou est-ce qu'on garde de l'énergie électrique pour les véhicules ou de l'énergie thermique pour les véhicules particuliers pour aller se rendre en vacances? Donc il y aura des choix à faire demain sur l'utilisation de l'énergie. De même, pour toute la question de l'utilisation des terres françaises, si on se dit qu'on veut commencer à remplacer le pétrole par des biocarburants,
Potentiellement, par rapport aux besoins en énergie de la population française pour conduire, il faudrait arbitrer entre conduire ou manger. Donc on voit bien qu'un certain nombre de ces grandes questions qui vont être structurantes pour les décennies, pour pas dire pour le siècle à venir, devraient être discutées collectivement, faire l'objet de référendums permettant de choisir le futur qu'on veut construire pour nous. Si on prend la thématique de l'eau, on sait que dans les années à venir, on va manquer d'eau dans un certain nombre de pays. On sait à l'heure actuelle que l'eau est gaspillée à certains égards par certaines utilisations agricoles, par certains grands industriels qui utilisent l'eau pour fabriquer des sodas. Donc typiquement, on pourrait poser la question à la population de se dire, à un moment donné, que fait-on au niveau de l'eau ? Est-il logique que les ressources naturelles en eau soit à l'heure actuelle principalement le monopole d'un certain nombre de grandes sociétés privées qui monétisent l'accès à l'eau? Faut-il réfléchir sur les modes d'agriculture pour vraiment optimiser l'irrigation? Et demain, peut-être, faut-il interdire certains sodas, puisque pour produire 1 litre de soda, il faut parfois jusqu'à 6 ou 7 litres d'eau. Et dans le même temps, on a des populations dans certains pays qui n'ont plus accès à l'eau, elles-mêmes étant utilisées par ces mêmes producteurs de soda pour produire les sodas. Sur d'autres problématiques, sur les transports, on a une saturation des grandes métropoles mondiales, on a de plus en plus de véhicules particuliers. Pareil, demain on ne sera plus en mesure de fournir de l'essence pour tous les véhicules particuliers, et si on met des batteries dans tous les véhicules particuliers, on n'aura pas la capacité d'énergie électrique suffisante pour alimenter tous les véhicules. Accessoirement, se pose aussi la question de la production de l'électricité, c'est-à-dire si vous produisez de l'électricité pour vos véhicules avec de l'électricité nucléaire, dans une certaine mesure, vous êtes propre, mis à part la problématique des déchets nucléaires. Si vous produisez de l'électricité avec du charbon, vous continuez à émettre du CO2. Donc pareil, nos changements de consommateurs et d'utilisation des véhicules thermiques vont devoir évoluer demain. Accepte-t-on toujours de partir très loin en vacances? Accepte-t-on toujours de pouvoir prendre l'avion pour aller pour une trentaine d'euros à l'autre bout de l'Europe, avec les impacts sociétaux et surtout les impacts climatiques que cela peut avoir? Le pari que nous faisons, c'est que si on explique à la population tous ces enjeux avec des scénarios et qu'on fait participer de manière démocratique la population sur la co-construction de la société qu'elle veut demain, on aura beaucoup plus de chances d'engager un certain nombre de changements radicaux et nécessaires pour éviter que demain, on soit acculé par la situation à devoir prendre des décisions beaucoup plus radicales. Et pour éviter, pour prendre un exemple cinématographique, on se retrouve face à une situation à la Mad Max. Sur d'autres thématiques qui sont clés, le partage des revenus. On a vu ces dernières années une accélération exponentielle de l'accroissement des revenus entre les ultra-riches et les autres. À l'heure actuelle, vous avez 60 de personnes qui détiennent l'équivalent des ressources cumulées de 50% de la population la plus pauvre de la planète. Rien ne peut éthiquement, logiquement, moralement justifier que certains individus aient une fortune personnelle de 200 milliards d'euros et d'autres qui vivent avec 1, 2, 3 euros par jour et qui ont à peine de quoi manger. Cette question de l'inégalité des revenus est cruciale. La technologie actuelle, avec l'intelligence artificielle, avec les réseaux sociaux, avec la digitalisation, avec la puissance des leviers financiers des banques, permettent effectivement à quelques personnes qui ont eu des idées brillantes de très rapidement faire un effet levier de toutes ces technologies et de tous ces moyens pour accaparer de plus en plus de richesses et faire ce que peut appeler des surprofits. N'est-ce pas aux populations de réfléchir à ces questions et de se dire quelles sont les limites que l'on peut mettre en place de manière démocratique à cet écart de revenus entre les gens. Typiquement, en Norvège, il est marqué que une personne ne peut pas gagner 20 fois plus, ou 20 fois plus au maximum, qu'une autre personne. Donc ça pourrait être une réflexion sociétale de se dire, est-ce qu'on veut définir une échelle entre celui qui gagne le moins et celui qui gagne le plus, puisque même si quelqu'un est ultra brillant,
rien ne justifie que la personne, elle pèse 200 milliards d'euros de plus qu'une autre. Puisque dans tous les cas, pour peser 200 milliards, il faut bénéficier du travail de milliers, pour pas dire de millions de personnes, et aussi des achats de milliers et de millions de consommateurs. Donc la question du partage des revenus pour faire en sorte que tout le monde puisse vivre décemment est fondamentale. Cette question va nous interroger aussi sur les grands fondamentaux de l'économie d'un pays et du rôle des banques. Si on regarde sur ces 40 dernières années, au niveau des grands indicateurs économiques, on a globalement un chômage, si on prend le cas de la France, qui est plutôt en croissance. On a une inflation qui est plutôt stable. On est généralement resté en dessous des 3% des critères de Maastricht. On a un déficit public qui a fait qu'augmenter. On a une dette publique qui n'a fait que s'envoler. Et maintenant, avec la crise du Covid, on est passé à plus de 110% du PIB français, ce qui est colossal. Donc on se rend bien compte que malgré le fait qu'on a des déficits, des dettes qui augmentent, une inflation stable de l'autre côté, on ne résorbe pas le chômage. Donc on suit toujours principalement les critères de Maastricht, qui étaient de dire déficit français contrôlé à 3% du PIB, dette limitée à 60% du PIB, et on pourrait se prendre à rêver et se dire, si on remplaçait ces critères de Maastricht par d'autres critères, en disant, critères principaux, on veut moins de 3% de chômage, on veut réduire l'élévation de la température à moins de 2 degrés, on veut réduire les inégalités de revenus entre les personnes sur un facteur de 1 à 10, on veut que tout le monde puisse avoir un toit, on veut que tout le monde puisse manger à sa faim. On changerait à ce moment-là les objectifs de notre politique économique en faisant en sorte que l'économie et la politique soient non pas des dogmes, mais simplement des outils pour servir des buts humanitaires avec le but ultime d'assurer un futur pérenne dans lequel nous-mêmes et nos enfants pourront vivre décemment et en paix. Et on changerait ainsi les paradigmes. Toutes ces réflexions et tous ces changements, si on veut avoir une chance de les initier, il faut effectivement faire confiance en l'être humain. Souvent, j'entends des objections à ces propositions qui sont de dire les gens ne sont pas en mesure de faire de la politique, les masses ne sont pas ci, les masses ne sont pas ça. Je récuse complètement cette idée. Les gens ont du bon sens, les gens ne connaissent pas tous les sujets, on est toujours tous en train de se former. Par contre, si on explique les choses, si on partage, si on co-construit ensemble, ben c'est pareil, on va tous collectivement apprendre, et plus le temps va passer, plus on sera à même ensemble d'élaborer des solutions pertinentes et nouvelles pour demain. Ça nous amène à parler aussi de l'éducation. Depuis qu'on est petit, on a un système éducatif qui favorise principalement la compétition, avec des systèmes de notation, et il faut être le meilleur. Les situations étant de plus en plus complexes, on se rend bien compte qu'il faut être plusieurs pour y répondre, et c'est pareil, on pourrait avoir une éducation qui favorise beaucoup plus la coopération entre les individus, et on pourrait revisiter un certain nombre de choses et de s'inspirer de plein de nouveaux concepts pour faire en sorte que les jeunes soient formés à être des individus les plus complets possibles, ce qui impliquerait qu'on ait une éducation qui parle de coopération, de communication non violente, de philosophie, qu'on fait certes déjà, mais aussi réapprendre aux gens à cultiver dans l'agriculture, aux enfants demain à cuisiner pour faire en sorte qu'ils se nourrissent plus correctement, à faire en sorte qu'on travaille sur un certain nombre d'enjeux, et notamment apprendre aux enfants à gérer les émotions, ou du moins à comprendre leurs émotions, à avoir un certain nombre de connaissances sur la psychologie humaine, pour être en mesure non plus de projeter nos propres peurs, nos propres angoisses, nos propres limites, mais être en mesure d'avoir des relations équilibrées le plus possible les uns avec les autres. Pareil, en tant que parent, on apprend, si je puis dire, ce métier le jour où on a des enfants,
Et il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait éviter si on nous avait appris un certain nombre de ressorts, de choses qui sont inhérentes à la vie de parents, de même que des choses qui sont inhérentes à la vie de couple. Et là, on peut citer tous les travaux d'Alice Miller, qui expliquent bien que quand on a traumatisé des enfants, que ce soit psychologiquement ou physiquement dans leur enfance, on a des répercussions qui sont extrêmement violentes tout au long de la vie, et que bien souvent, et c'est sa thèse, elle explique la violence des enfants comme premier facteur explicitant l'avènement au pouvoir d'un certain nombre de dictateurs. Effectivement, elle explique que des enfants qui ont reçu une éducation violente peuvent voir dans des dirigeants violents ou des dictateurs l'image violente de leurs parents, et c'est pour ça qu'ils sont à même de voter pour des dirigeants qui sont très autoritaires. À ce titre-là, et pour approfondir cette idée, si on regarde la petite enfance vécue d'un certain nombre de très grands dirigeants, on se rend compte malheureusement et tristement que beaucoup de ces dirigeants ont eu des enfances extrêmement violentes. Des gens comme Hitler, comme Staline, comme Saddam Hussein, comme Mao, tous ces grands dirigeants ont tous été battus énormément par leurs parents dès le plus jeune âge, et du coup, ils ont quelque part transcendé la douleur et le traumatisme de l'enfant en devenant des supradirigeants extrêmement autoritaires. Donc on voit bien qu'il y a des ferments de cette violence où la démocratie directe, plus large, aurait pour vocation de faire en sorte qu'on propose une éducation aux plus jeunes, aux parents, pour faire en sorte de limiter au maximum la violence infantile, qui constitue les germes de l'accession au pouvoir de régimes parfois très très autoritaires, et surtout, une fois de plus, avec des principes de démocratie directe, on s'affranchirait du risque d'avoir des dirigeants qui prennent le pouvoir de manière autoritaire. Un autre gros enjeu de la démocratie directe réside dans la création monétaire et dans le pouvoir des banques. À l'heure actuelle, les banques privées ont un pouvoir extraordinaire. Elles ont le pouvoir de création de prêts bancaires, et on est rentré dans un système économique d'une forme de dette perpétuelle où les pays doivent de l'argent à un certain nombre de très grandes banques, de très gros fonds d'investissement, et donc, si on caricature, on a une population qui travaille essentiellement pour payer ses impôts et payer les intérêts des emprunts de son habitation. On pourrait revoir ça et se dire que les banques sont sous la tutelle des politiques. Typiquement, à l'heure actuelle, que ce soit la Banque Centrale Européenne ou la Banque de France, les dirigeants, les directeurs de ces banques ne sont pas élus, ils ne rendent pas de compte aux électeurs, ils ont un lien avec les dirigeants élus, mais clairement, il est affiché que les banques doivent être indépendantes. Or, à l'heure actuelle, le pouvoir de création monétaire, le pouvoir de prêt bancaire, dans le système capitaliste est fondamental, et il serait temps que soit remis ce pouvoir énorme au cœur, aux mains des électeurs. D'ailleurs, un certain nombre de banquiers célèbres disaient, quelque part, donnez-moi le pouvoir de création monétaire, après je me moque de qui fait les lois. En 2020, compte tenu de la crise du Covid, le président de la République française a dit « on trouvera des solutions au Covid, quoi qu'il en coûte ». Et beaucoup de choses ont été mises en place. Le Covid a été un gros problème pour la population mondiale, mais si on regarde au niveau macroéconomique et surtout au niveau mondial, on a, à mi-décembre 2020, environ 1,6 million de morts annoncés pour le Covid, pour une population mondiale de plus de 7 milliards d'individus. Donc la mortalité reste somme toute très faible. Demain, si nous avons réellement un réchauffement climatique de 7 à 10 degrés sur les continents, les conséquences seront bien plus graves. Dans le cadre d'une démarche réelle d'intelligence collective et de démocratie directe, il est temps, dès maintenant, tout de suite, de mettre en place, quoi qu'il en coûte, les procédures, les idées, bref, tous les moyens que nous pouvons mettre en œuvre
pour faire en sorte qu'on n'ait pas un réchauffement climatique de 7 à 12 degrés sur les continents à la fin du siècle, qu'on ne se retrouve pas avec des guerres civiles entre les pauvres et les ultra-riches. Donc, quoi qu'il en coûte, c'est maintenant qu'il faut utiliser l'économie, la création monétaire, la réglementation, non pas comme des dogmes, mais comme des outils inventés par des êtres humains à un instant donné de l'histoire de l'humanité, pour aller vers un mieux-être général pour l'ensemble de la population. Souvenons-nous qu'à l'état de nature, vous, moi, sommes normalement des animaux qui vivons, qui aurions dû vivre tout nus dans la nature. Rien de ce qui nous entoure, cet ordinateur, cette table, rien n'existe à l'état de nature. Nous avons eu la chance d'avoir une intelligence, une faculté de préhension qui nous ont permis d'atteindre un niveau de confort, un niveau de sécurité sans précédent dans l'histoire de l'humanité. À nous de se dire, si on utilise ces outils, cette compétence intellectuelle, pour aller vers un but collectif d'un futur pérenne dans lequel nous puissions tous vivre décemment et en paix, ou si notre finalité est l'accroissement des profits d'une petite minorité de personnes. En conclusion, si on regarde les grandes problématiques mondiales, pour faire en sorte que les gens vivent décemment et en paix, les gens ont besoin de manger, de boire, d'avoir un toit au-dessus de leur tête, de vivre en sécurité et d'avoir des relations sociales avec les autres. D'un point de vue logistique et économique, faire en sorte que tout le monde puisse boire et manger à sa faim, ça peut être réglé extrêmement rapidement.